c'est exactement la mécanique que vient de décrire Denis et que les transporteurs, l'ensemble des citoyens qui sont impactés ont du mal à admettre. Mais ce que tu gagnes en TVA, en fait, tu le perds en volume. Et pour l'État, il n'a pas tant que ça de marge de manœuvre, en fait, quand les prix des carburants montent. Voilà. Oui, puis il y a plein d'autres effets. Je veux dire, de l'autre côté, il y a les ventes de voitures électriques quand même qui augmentent, qui commencent à devenir un peu plus significatifs aujourd'hui. Par définition, c'est une baisse de la consommation aussi. Il y a les entreprises, on parle, quand Bruno Le Maire dit on va le reperdre sur l'IS, pas tout à fait, parce qu'il y a quand même des entreprises qui répercutent, notamment celles qui sont très impactées justement pour l'essence, qui répercutent. Donc tout ça, c'est quand même très compliqué, mais je pense qu'au final, tout ça, ça se neutralise. Hein. Je veux dire, il y a peu d'impact. Mais je parle sous le contrôle de Denis, on est quand même un peu à l'abri sur ces histoires d'augmentation de prix de l'énergie par rapport au gaz, par rapport à l'électricité. Non, c'est pas ce qui a un petit peu ralenti, enfin qui nous a mis à l'abri sur ces histoires d'inflation. L'électricité, oui, puisque les prix donc sont bloqués, enfin la hausse va être limitée à 4%. Sur le gaz, tu as suivi aussi que donc tu as des prix bloqués jusqu'au printemps, mais l'idée c'est qu'au printemps, ça va redescendre assez violemment et que donc là, on va te lisser finalement la hausse que tu aurais dû payer jusqu'à la fin de l'année. Tout ça va coûter, là il l'a dit Bruno Le Maire, 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros en année pleine sur la gestion de ce qu'on pourrait appeler le bouclier énergétique. Voilà. C'est le prix des masques. Comme on fait les masques payants maintenant, ça coûtait 5 milliards au budget. 5 milliards là, ça se neutralise tout ça. Ouais. Mais il faut regarder le 5 milliards effectivement de recettes par rapport à ce qu'aurait coûté l'augmentation des prix de l'énergie pour, par exemple, simplement en revenu des ménages, sans rentrer dans les entreprises. En fait, l'augmentation des prix du gaz est répercutée sur les ménages au travers de ce que l'on appelle le tarif régulé. C'est-à-dire que le tarif régulé, qui est fixé par la Commission de régulation de l'énergie, lui, il se réévalue en fonction de la dynamique des prix de marché. Et c'est ce qui a été augmenté de 12,6% pour les consommateurs au 1er octobre. Et donc, quand tu prends l'augmentation des prix, le choc de pouvoir d'achat que cela représente pour les ménages, l'augmentation des prix du gaz, c'était l'équivalent de 0,5 points de pouvoir d'achat. Si tu ajoutes à cela l'augmentation que l'on aurait dû avoir sur les prix de l'électricité, parce que ce n'est pas 4% tel que l'a annoncé le Premier ministre, mais c'est 14% que l'on aurait dû avoir en février, parce que le prix de l'électricité, il est révisé 2 fois dans l'année, en août et en février, on aurait dû avoir 14%. Et donc, si on avait eu 14% d'augmentation du prix de l'électricité, c'était à nouveau 0,5 points de pouvoir d'achat en moins pour les ménages. 1 point de pouvoir d'achat, ça te fait quelque chose comme 15 milliards de pouvoir d'achat en moins pour les ménages qui seraient intervenus. Donc, à côté, le 5 milliards, le 5 milliards pour l'État. Sur un pouvoir d'achat qui est quoi, en croissance de 2% à peu près sur l'année, hein, voilà, à peu de choses près, sur 2021, voilà, c'est ça. Donc, c'est la moitié en fait de la hausse qui était bouffée, quoi. Mais alors, non, mais Aziz, c'est une question que je te pose. Est-ce que l'État est dans son rôle quand justement aujourd'hui il défend le pouvoir d'achat au risque d'envoyer quand même le signal qu'on ne voulait pas envoyer? Parce que tout ça, c'est en partie aussi parce que le prix du carbone est en train de monter sur les marchés, parce qu'on voulait justement dissuader les consommateurs finaux de l'utilisation de tout ce qui aujourd'hui émet du carbone, carburant, etc. et tout. Donc là, en compensant l'ensemble de ces hausses, finalement, on a l'air de dire cette histoire ne marchera pas et notre transition énergétique, elle ne peut pas reposer sur les épaules des consommateurs. Comment est-ce que tu regardes ça? Écoute, je vois ça sous l'angle du consommateur. Moi, je vois qu'EDF est capable de vendre son kilowattheure 40 € alors que sur le marché, c'est à peu près 120 €. Donc, on a tous les acteurs alternatifs qui peuvent aller chercher là. On a le deuxième parc nucléaire le plus important au monde, donc avec une capacité à produire de l'énergie électrique beaucoup plus forte qu'ailleurs. Ça nous a un petit peu amorti, je crois, sur ces questions d'inflation qu'on a un petit peu moins subi, d'après les chiffres, qu'en Allemagne ou même aux États-Unis où ça a explosé. Moi, je crois qu'au contraire, ça peut être un moment où l'accélération de la transition énergétique va se faire par le portefeuille. Excuse-moi d'être direct. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est toi, chef d'entreprise. Je ne sais pas si tu l'es encore, mais qui a été chef d'entreprise d'une entreprise de transport. Tout à fait. En gros, si tu ne laisses pas filer les prix des carburants, par exemple, tu ne vas pas inciter le chef d'entreprise à avoir une transformation de son parc. Ah non,
C'est pour ça que... Est-ce qu'il faut laisser filer le truc pour pousser le chef d'entreprise à dire « Écoute, mon vieux, il faut que tu investisses. En plus, tu as les moyens là, en ce moment. » D'un point de vue transporteur, je te dirais qu'il faudrait deux leviers. Effectivement, le prix de la pompe, ça t'amène à franchement réfléchir, mais aussi l'incitation et l'aide sur de nouvelles formes de véhicules électriques, etc. Tu les as, ces aides. Elles sont déjà massives, ces aides. Elles sont... Non, pas pour les transporteurs, Pas et pour les transporteurs. encore moins pour les véhicules de transport de type VTC, etc. etc. Non, pas. Donc il y a un calcul, encore un arbitrage à faire qui n'est pas encore tout à fait là. Le coût de renouvellement d'une flotte, c'est quand même... ça pèse dans un budget. L'acquisition, ça pèse aussi. Donc il y a un coût à faire. Il y a un deuxième sujet, c'est l'autonomie des véhicules. Aujourd'hui, tu arrives pour un transporteur avec des véhicules qui font, sur de la berline, 1000 km, c'est pas mal, mais c'est encore un petit peu en dessous de ce qu'il faudrait. Donc il y a aussi la progression technologique, l'évolution technologique aussi de ces véhicules électriques. Donc pour moi, il y a encore en tant que professionnel, il y a encore un arbitrage à faire qui n'est pas encore tout à fait là. Nicolas ? Oui, mais ça me rappelle un autre exemple que je pourrais emprunter, qui est dans les communes qui n'ont pas le droit de faire de déficit. Et vous avez toute la part de l'État qui a supprimé un certain nombre de subventions depuis 5 ans, et elles se sont retrouvées complètement anéanties. Ça a imposé aux maires des communes de trouver des solutions. Par exemple, dans ma petite commune, il leur manquait 200 000 euros sur un budget de 2 millions quand même, hein, donc on parle de 10%. Ils ont mutualisé les moyens liés à l'entretien des espaces verts avec une autre commune qui est 4 fois plus importante. Vous avez payé tout votre parc, nous on ne va pas racheter le nôtre parce qu'il va être immobilisé quand même 3/5 de son temps, mais on va vous louer le 1/5 de ce que vous avez consommé là pour mutualiser et rationaliser. Donc ce que j'aime bien quand même dans ces systèmes-là, c'est que ça impose en tout cas aux chefs d'entreprise de se poser les bonnes questions, de se transformer et de trouver des solutions. Et c'est vrai qu'en France, on en a un petit peu besoin parce qu'on est dans un statu quo où on ne bouge pas beaucoup. Et quand on est au pied du mur, quand il y a une crise, quand il y a justement... La crise du Covid d'ailleurs l'a très bien démontré, ça oblige à dire, tiens, j'avais pas osé jusqu'à présent, mais là, j'ai pas le choix, donc j'y vais. Et donc, en ça, je trouve ça plutôt positif, Sauf que personnellement. c'est pas ça qui va se passer. Ce qui va se passer, si jamais effectivement le gouvernement n'avait pas pris les décisions qu'il a prises, c'est qu'on retrouvait les gars sur les péages, on retrouvait les bonnets rouges, les gilets jaunes, les nez verts, les trucs. Mais non, mais c'est ça le truc, tu comprends ? D'ailleurs, c'est ce que... Enfin, on peut le dire de temps en temps, ce qui est quand même une mise en cause, enfin je trouve moi, de notre propre patronat qui a du mal parfois à réfléchir, à avoir une hauteur de vue qu'on pourrait attendre. C'est vrai, mais quand on évoquait tout à l'heure les 2 fois 0,5, ça pèse beaucoup, c'est toujours dangereux de dire voilà, ça pèse 15 milliards, parce que évidemment, entre un cadre, un dirigeant d'entreprise, même s'ils n'ont pas tous des hauts revenus, et un Français modeste qui gagne extrêmement peu et qui ne termine pas ses fins de mois, évidemment, la sanction n'est pas du tout la même pour lui. Le plein d'essence à plus 10 euros, plus 15 euros, ça n'a rien à voir. C'est directement la nourriture auprès de ses enfants dans sa famille. Voilà, et on ne peut pas juger ça. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention quand on diffuse des chiffres comme ça, parce que les conséquences sur les plus modestes, c'est terrible aujourd'hui, c'est très dur. Le premier décile, donc les 10% de personnes qui ont le revenu les plus faibles, le coût de l'énergie, c'est 15% du budget. En moyenne, en France, c'est 7,5%. Mais pour le premier décile, c'est 15%. C'est dans un rapport de 1 à 2 par rapport à la... voilà, un chiffre très clair. Je me souviens, il y a du temps, j'avais mon mouvement citoyen où j'étais allé à Oyonnax. Je me souviens, j'avais discuté avec un salarié qui travaillait dans une usine de transformation de matières plastiques. Quand il explique qu'il travaille 37 heures dans sa journée avec un bruit d'enfer pour broyer de la matière plastique transformée en microbilles, et qu'il explique que le 20 du mois, il n'a pas assez pour faire vivre sa famille, et qu'il prend en plus du McDonald's le soir pour bosser jusqu'à 22h30 pour arrondir les fins de mois pour nourrir sa famille, on se dit que là, en France, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi.